Téhéran frappe des bases militaires américaines dans les pays du Golfe. De son côté, Washington a bombardé des infrastructures civiles en Iran. Le bilan est d'au moins 8 morts et 20 blessés. En Ukraine, le ministre de la Défense limogé par Volodymyr Zelensky affirme que son conflit avec le commandant en chef des forces armées a joué un rôle dans son éviction. Pour sa première tournée à l'étranger depuis sa prise de fonction en octobre 2025, le Premier ministre français s'est rendu au Maroc, accompagné de 12 ministres, dont ceux des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de l'Économie. Un voyage au cours duquel plusieurs accords ont été conclus, notamment dans les domaines économiques et sécuritaires. La France et le Maroc agiront toujours ensemble, non par habitude, mais par choix et parce que nous savons pouvoir compter les uns sur les autres. C'est dans cet esprit que nous travaillons à l'élaboration d'un traité bilatéral entre nos deux pays. Au cours de cette réunion, les 12 ministres français et leurs homologues marocains ont aussi dressé un premier bilan de l'action engagée à l'automne 2024 lors de la visite d'État du président Emmanuel Macron à Rabat. Un voyage qui a marqué le début du rapprochement entre les deux pays après plusieurs années de tensions diplomatiques liées notamment à l'affaire Pegasus et à la crise des visas. التاريخية للاجتماع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لكنها كتندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى للعصر ديالنا اليوم. Un rapprochement qui a débuté lorsque Paris a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental au détriment des nationalistes sahraouis soutenus par l'Algérie. Un avion de chasse américain qui s'apprête à décoller pour une mission en Iran. Depuis quelques jours, l'armée multiplie la diffusion de ces vidéos qui témoignent de l'escalade militaire entre Washington et Téhéran. Jeudi soir, les États-Unis ont lancé leur 6e salve de frappes successives contre des cibles militaires en Iran. Ces bombardements ont touché des infrastructures civiles comme des ponts, une gare ou encore un aéroport situé dans le sud du pays. Outre les dégâts matériels, le bilan humain de ces frappes ne cesse d'augmenter. Les attaques de la nuit ont fait 8 morts et 20 blessés selon les autorités iraniennes. Au total, les secours font état d'au moins 38 morts et 200 blessés depuis le 22 juin. De son côté, l'Iran continue de cibler des intérêts américains dans les pays du Golfe. Des sirènes d'alerte ont retenti à Bahreïn, mais aussi au Koweït, où l'armée de l'air a annoncé faire face à des dizaines d'attaques de drones et de missiles attribués à l'Iran. Plusieurs explosions ont également été entendues au Qatar, où les autorités affirment avoir repoussé une attaque de missiles. Téhéran affirme par ailleurs avoir frappé des radars américains à Oman ainsi qu'une base militaire en Syrie. Lors de son discours à la nation jeudi soir, Donald Trump a brièvement évoqué ce conflit et revendiqué une grande victoire en Iran. Quelques heures plus tôt, la Maison-Blanche a déclaré que le président américain restait ouvert à la recherche d'une solution diplomatique. En Ukraine, alors que des milliers de personnes sont descendues dans les rues jeudi pour protester contre la destitution du ministre de la Défense Mikhailo Fedorov par Volodymyr Zelensky, ce dernier a publiquement affirmé que son conflit avec le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Oleksandr Syrskyi avait joué un rôle dans son éviction. Selon le ministre sortant, le président ukrainien aurait été contraint de choisir entre les deux hommes. Він поставив ультиматум, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося. І в цьому є велика проблема. Mikhailo Fedorov a contribué à moderniser l'armée ukrainienne en misant sur l'innovation technologique, notamment à travers le développement des drones et une approche plus décentralisée du commandement. Le différend qu'il oppose au commandant en chef des forces armées de notoriété publique en Ukraine est souvent présenté comme un choc générationnel entre un jeune réformateur adepte de nouvelles technologies et un commandant militaire plus conventionnel. Par ailleurs, le Parlement ukrainien a nommé l'ancien directeur général de Naftogaz, Saraï Koretsky, au poste de Premier ministre dans le cadre du remaniement ministériel engagé par Volodymyr Zelensky.
Les applications du réseau social russe VK et de l'application nationale de messagerie Max ont disparu du Google Play Store. La décision du géant américain de la technologie fait suite à une mesure similaire prise par Apple qui avait retiré ses applications développées en Russie de sa boutique en juin. Aucune de ces deux entreprises américaines n'a officiellement commenté ces mesures, mais leurs filiales européennes sont tenues de se conformer à la réglementation de l'Union. Le 13 juillet, l'UE a ajouté la holding russe VK et sa société d'investissement affiliée Communication Platform, qui a développé Max, à ses listes de sanctions. L'application Max est sous le contrôle du FSB, indique un communiqué officiel du Conseil européen expliquant les sanctions. Celles-ci auraient été utilisées pour mener des mesures répressives à l'encontre d'utilisateurs critiquant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine ou publiant d'autres contenus interdits par les autorités. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, les autorités russes ont bloqué l'accès à plusieurs applications populaires telles que WhatsApp, Instagram et Facebook. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont livré une évaluation particulièrement sévère du rôle géostratégique de la Chine, estimant que Pékin tire de sa puissance économique et technologique des avantages asymétriques qui en font un défi stratégique critique à long terme pour l'Union. Les relations entre Bruxelles et Pékin se sont nettement détériorées ces derniers mois. L'UE s'est donné jusqu'en octobre pour tenter de rééquilibrer ses échanges commerciaux avec la Chine par la voie du dialogue, alors que les surcapacités industrielles chinoises sont perçues comme une menace croissante pour plusieurs secteurs clés de l'économie européenne. Dans le même temps, chaque initiative européenne visant à mieux protéger son marché a provoqué des menaces de représailles de la part de Pékin. La Chine dispose d'un puissant moyen de pression sur l'Union par son contrôle des approvisionnements en terres rares, indispensables à l'industrie de défense du bloc et aux technologies vertes. Les ministres ont par ailleurs désigné la Chine comme un acteur clé de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Selon eux, Pékin et Moscou cherchent à établir une domination régionale et à remodeler l'ordre mondial en fonction de leurs intérêts, en favorisant le retour à une logique de sphère d'influence. Une victoire symbolique pour le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et une lueur d'espoir pour le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont. La Cour de justice de l'Union européenne a largement validé la loi d'amnistie espagnole, jugeant le texte compatible avec la protection des intérêts financiers de l'UE et avec la directive européenne relative à la lutte contre le terrorisme. Adoptée en 2023, cette loi constituait la principale condition posée par les partis indépendantistes catalans pour soutenir l'investiture de Pedro Sánchez à l'issue des élections législatives qui n'avaient dégagé aucune majorité claire. Siempre dijimos desde el gobierno lo que hoy afirma rotunda y literalmente el Tribunal Europeo. La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social. La amnistía pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación. Le parti indépendantiste Ensemble pour la Catalogne a salué une grande victoire. Nosaltres considerem que avui és un dia transcendent. Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Poursuivi pour détournement de fonds dans le cadre de l'organisation du référendum d'indépendance de 2017, Carles Puigdemont, qui vit depuis en exil volontaire en Belgique, reste toutefois visé par un mandat d'arrêt en Espagne. Le tribunal constitutionnel examine actuellement son recours d'amparo, qui pourrait lui permettre de bénéficier de la loi et à terme de rentrer librement dans le pays. « 12 ans de prison pour Giovanni Castellucci, ancien directeur général d'Autostrade per l'Italia. Tel est le jugement rendu jeudi en première instance par le tribunal de Gênes, près de 8 ans après la catastrophe du pont Morandi, dont l'effondrement le 14 août 2018 avait coûté la vie à 43 personnes et contraint 556 autres à quitter leur logement. Plusieurs autres anciens dirigeants d'Autostrade ont également été condamnés à des peines allant de 11 à 5 ans d'emprisonnement. Selon l'accusation, l'effondrement est le résultat d'une stratégie de la direction d'Autostrade visant à réduire les coûts de maintenance afin d'accroître les bénéfices. La responsabilité du ministre des Infrastructures a également été pointée. Celui-ci n'aurait pas procédé aux inspections nécessaires. L'avocat de Giovanni Castellucci a annoncé son intention de faire appel, dénonçant un verdict profondément vicié.
De son côté, le procureur de Gênes a estimé que les arguments de l'accusation avaient été largement confirmés, indiquant que la question de la circonstance aggravante liée à la violation des règles de sécurité au travail restait un point central. La circonstance aggravante pour homicide involontaire par accident de la circulation a, elle, bien été confirmée. Giovanni Castellucci purge déjà une peine définitive de 6 ans de prison pour la catastrophe du viaduc de Monteforte-Irpino. Le 28 juillet 2013, un autocar de tourisme avait quitté la chaussée avant de chuter dans le vide en raison d'une défaillance des freins et de glissières de sécurité défectueuses, provoquant la mort de 40 personnes. Alors que l'Europe est en proie à une canicule, plusieurs régions de Russie sont frappées par des pluies torrentielles et des vents violents. Dans l'Oural, une violente tempête abat des arbres et inonde les rues. Dans la région de Sverdlovsk, l'eau envahit plus de 440 habitations. Les habitants sont évacués vers des abris temporaires, indique le ministère russe des situations d'urgence. À Ekaterinbourg, les rues se sont transformées en rivières en quelques secondes. Des vents violents ont arraché les toits des maisons, brisé les fenêtres et les balcons et déraciné des arbres. En raison de ces intempéries, 49 feux de signalisation sont hors service. Dans la région de la Kama, des wagons d'un train de marchandises ont déraillé. De fortes pluies ont emporté une partie du remblai ferroviaire. Aucune victime n'est à déplorer. Plusieurs localités de cette région, autour de la ville de Perm, ont été inondées. Des pluies torrentielles ont également provoqué des inondations et des glissements de terrain dans la station balnéaire de Sochi, dans le sud du pays. La rivière Bzougou, qui traverse la ville, est sortie de son lit, inondant des zones résidentielles. Des habitants publient sur les réseaux sociaux des images des rues recouvertes de boue et de débris. Un glissement de terrain a totalement coupé la circulation dans un quartier.